La thyroïde, c'est un organe petit organe, logé au niveau de la base, la partie antéro-basale du cou. Elle est en forme de papillon, avec deux lobes, droit et gauche, et reliés par un isthme. Okay? Et la thyroïde a une face antérieure et postérieure. Et on sait que la face postérieure, ici, on voit où elles sont plaquées les glandes parathyroïdiennes. Voilà, donc elle est plaquée juste en dessous du cartilage thyroïde. Voilà. Sa fonction, vous la connaissez. Elle est purement métabolique. Elle sécrète des hormones. Pardon. Les hormones, les T3, T4. La T3, c'est la triiodothyronine. Et la T4 qui est la tétraiodothyronine. Ce sont les hormones majoritaires. Voilà. Mais il y a un autre type d'hormone qui est la diiodothyronine, qui est un précurseur de la T3 et la T4. C'est ce qu'on appelle la T2, mais on ne la dose pas en pratique quotidienne. Elle sécrète aussi la thyrocalcitonine, qui interfère sur le métabolisme du calcium. Et les hormones, il faut savoir que les hormones thyroïdiennes sont riches en iode. Elles sont déjà, leur métabolisme dépend directement de l'iode. Et vous voyez ici que il y a de la tyrosine qui se lie à des molécules d'iode, soit 2, 3 ou 4. Sur le plan physiologique, la thyroïde elle active le métabolisme cellulaire. Elle agit sur l'utilisation des glucides, des protéines et des lipides par les cellules et la régulation thermique. C'est une hormone, c'est une glande qui agit sur la thermorégulation. C'est important. Donc ces perturbations vont s'exprimer par des problèmes thermiques, soit les hyperthermies ou les hypothermies. Elle a une action sur la croissance, c'est important. Les cartilages, elle prépare l'ossification. Sur l'appareil génital, elle stimule l'apparition de la puberté et régule le cycle menstruel. Et très souvent, on trouve des perturbations du cycle menstruel ou un retard de pubertaire par hypothyroïdie, par une défaillance de la glande thyroïdienne. Elle agit sur les poils et les ongles, donc elle favorise leur repousse, les dents et les cellules du système nerveux. Voilà, donc vous voyez qu'elle a des actions ubiquitaires sur tout l'organisme et donc elle peut s'exprimer par différents symptômes. La glande thyroïde, elle obéit à une hormone. Elle est régulée par une hormone sécrétée par l'hypophyse qui est la thyréostimuline, c'est la TSH. Voilà, donc les objectifs de cette question, c'est de diagnostiquer une hypothyroïdie, sachant que c'est une pathologie très fréquente. Il faut savoir argumenter l'attitude thérapeutique quand vous diagnostiquez une hypothyroïdie, connaître sa définition bien sûr, pour la classifier et savoir diagnostiquer les formes frustres de l'hypothyroïdie. Voilà. Un petit rappel bref sur la synthèse des hormones thyroïdiennes. Alors, les principales étapes de la biosynthèse de ces hormones sont stimulées par la TSH à travers son récepteur membranaire, ce qu'on appelle le TSH receptor ou le RTSH. Okay? La synthèse est d'une prohormone qui est la thyroglobuline, puis la captation de l'iode à partir de la circulation sanguine par le canal NIS, ce qu'on appelle le symporteur de l'iode, puis l'iodation de la thyroglobuline sur les résidus tyrosyles et groupage de ces résidus au pôle apical d'acide thyroïdienne par l'enzyme TPO, la thyroperoxydase. Et rappelez-vous de cette enzyme parce qu'elle va nous intéresser sur certaines formes pathologiques. La recaptation et la protéolyse de la thyroglobuline, puis la libération de triiodothyronine. Donc, c'est la thyroglobuline avec trois molécules d'iode pour 20%, et la thyroxine, c'est la tétraiodothyronine qui est la T4 pour 80%. Il faut savoir que
La T3, c'est elle la fraction active. Donc elle est stockée sous forme de thyroxine T4 et libérée sous forme active T3. Voilà. Alors, les anomalies les dysthyroïdies, les anomalies du bilan thyroïdien peuvent être stimulées par plusieurs médicaments. D'abord, c'est-à-dire quand vous prenez en charge un problème thyroïdien, notamment les hypothyroïdies, il faut toujours vérifier à l'interrogatoire, première étape, la prise de ces médicaments, notamment les oestrogènes, le tamoxifène, qui est utilisé sur des pathologies osseuses et néoplasiques, les salicylates, c'est l'aspégique, l'aspirine, le furosémide, diurétique de Lens, et l'héparine, anticoagulant héparinique, la carbamazépine et la phénantoline, les antipsychotiques. Les glucocorticoïdes aussi qui baissent la TSH, l'amiodarone et le propranolone qui est bêta-bloquant et le nadolol dont on ne dispose pas. Donc tout cela pratiquement. Donc nous avons les salicylates, le furosémide, l'héparine, nous avons les glucocorticoïdes et l'amiodarone, propranolol qui baissent la TSH. Donc il faut d'abord vérifier ça. Si le patient prend ces médicaments, il faut les mettre de côté et continuer votre investigation. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser, donc les anomalies, quand nous recevons un patient avec des symptômes cliniques qui font suspecter une hypothyroïdie, nous allons rechercher les autres signes, compléter notre examen, puis faire un bilan biologique. Ce bilan biologique est fait à base de TSH, de T4 et de T3. Okay? Sinon, on peut se contenter de la TSH et de la T4, c'est aussi pratique. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons? Si une hypothyroïdie est définie par une diminution des hormones périphériques thyroïdiennes, donc diminution de la T4 et de la T3. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a levé du feedback, sachant que ces hormones périphériques exercent un feedback négatif sur la sécrétion de la TSH. Donc, la TSH, elle ne reçoit pas de feedback négatif, de rétrocontrôle négatif, donc elle va s'élever. L'hypophyse détecte qu'il y a un taux bas d'hormones périphériques, donc elle va essayer de stimuler encore la TSH, la thyroïde par la TSH pour essayer d'augmenter sa sécrétion. Donc on aura une T4 des hormones périphériques basses et une TSH élevée. Okay? Des fois, ça c'est l'hypothyroïdie primaire typique, facile à diagnostiquer, mais il faudra d'abord la suspecter à partir des signes cliniques. Mais des fois, nous avons une hypothyroïdie sans expression clinique, donc elle est subclinique. Okay? Et dans ce cas, les hormones périphériques, elles sont normales. Par contre, la TSH, elle est élevée. Okay? Voilà. Le reste, ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Voilà. Donc le déficit en hormones thyroïdiennes peut être secondaire, je vous ai dit, soit une atteinte primitive de la glande thyroïde, c'est ce qu'on appelle une hypothyroïdie vraie, ou une insuffisance thyroïdienne primitive, ou hypothyroïdie primaire. Okay? Et elle est périphérique, c'est la plus fréquente. Et elle peut être aussi due à une atteinte hypothalamo-hypophysaire par diminution de la TSH qui est la stimuline, ou l'hormone hypophysaire stimulant la sécrétion d'hormones thyroïdiennes périphériques. Donc, dans ce cas, on est en présence d'insuffisance thyréotrope ou hypothyroïdie secondaire ou centrale. Voilà. Alors, cliniquement, ce qu'on va retrouver, comment se présente le patient, cela dépend de la profondeur de l'atteinte et de son ancienneté, et de l'origine aussi de l'hypothyroïdie, c'est-à-dire son étiologie. Les symptômes sont absents ou modestes en hypothyroïdie fruste, c'est-à-dire infracline. Les symptômes sont liés à l'infiltration myxœdémateuse, sont absents en cas d'insuffisance thyréotrope, mais les symptômes d'hypométabolisme sont présents et sont souvent associés aux signes
d'autres déficits hypophysaires. C'est-à-dire quand nous avons une insuffisance thyréotrope, c'est-à-dire une hypothyroïdie centrale d'origine hypophysaire, nous n'avons pas de myxœdème. Ce que nous allons voir, nous avons des signes d'atteinte des autres axes hypophysaires associés. Donc l'insuffisance thyréotrope, elle est rarement isolée. Donc c'est ça la différence, et ça va orienter le diagnostic. Voilà, donc nous avons premièrement un syndrome d'hypométabolisme, sachant que la thyroïde est une hormone métabolique par excellence. Elle régule plusieurs métabolismes dans l'organisme. Nous l'avons vu dans les rappels physiologiques. Donc en cas d'hypothyroïdie, il y a un hypométabolisme, une diminution de pratiquement tous les métabolismes. Et cela va s'exprimer par une asthénie physique et psycho-intellectuelle. Nous avons même une asthénie sexuelle, ce qu'on appelle la sexasthénie. Nous avons une somnolence accrue, parce que le patient manque d'énergie, il est ralenti, etc. Donc il a tendance à dormir toute la journée, la nuit bien sûr. Nous avons une hypothermie. Rappelez-vous que la thyroïde agit sur la thermorégulation. Donc la diminution des hormones thyroïdiennes va provoquer une diminution du métabolisme, donc diminution de la production d'énergie, donc hypothermie et frilosité. La frilosité, elle est acquise, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas auparavant. Des fois, il y a des patients qui sont d'origine frileux, donc là, mais dans la thyroïde, c'est une frilosité qui est acquise. Nous avons aussi une constipation acquise, il faut la rechercher. Il faut différencier ces symptômes acquis des symptômes anciens. Une bradycardie, donc un ralentissement du métabolisme cardiaque, du son fonctionnement. Prise de poids, donc modeste, contrastant parfois avec une perte d'appétit. Donc le patient, puisqu'il y a un hypométabolisme, diminution du catabolisme des lipides, des protéines, donc le patient n'a pas tendance à avoir faim. Il ne va pas trop bien manger, mais par contre, paradoxalement, il va prendre du poids. Donc ça, c'est un signe important. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome cutané édéphanéaire. Nous retrouvons une peau pâle ou jaunâtre, ce qu'on appelle la carotinodermie, par baisse de la transformation du carotène en vitamine A. Donc ça va s'accumuler, ça va donner une coloration plutôt jaunâtre. La peau, elle est sèche. Il y a une diminution de la sudation, de la transpiration, une dépilation, notamment axillaire, pubienne, la queue des sourcils, ce qu'on appelle le cine, la queue des sourcils. Les cheveux sont secs et cassants, et parfois, surtout les jeunes filles, consultent beaucoup, utilisent les produits cosmétiques, consultent chez le dermatologue pour des cheveux secs et cassants, enchevêtrés, etc. Ça peut des fois carrément se répercuter sur leur psychisme, et il peut s'agir là d'une hypothyroïdie non traitée. Parfois, il y a une cyanose des lèvres, mais c'est assez rare. Troisième syndrome, c'est le myxœdème cutanéo-muqueux. Il s'agit d'une infiltration de la face dorsale, des mains et des pieds. Une infiltration, on a l'impression qu'il y a un œdème, mais en vérité, ce n'est pas un œdème, ce n'est pas du liquide, mais c'est une infiltration par des produits, des glucosaccharides au niveau de ces tissus. Ils se déposent au niveau de la face dorsale, des mains et des pieds, des paupières aussi. Et le matin au réveil, surtout, parce que c'est des ondes d'équilibre, et après une longue nuit de sommeil, ils ont le temps de se déposer. Des fois, on a l'ensemble du visage qui est atteint, pouvant donner un aspect de faciès lunaire. Donc, il ressemble à la lune, arrondi, grossièrement arrondi, rouge, des fois pâle, souvent. Alors, on peut retrouver une infiltration de la laryngée, ce qui va donner une raucité de la voix, une voix rauque, grave. Une infiltration de la trompe d'Eustache, avec ce qui va causer une hypoacousie, une diminution de l'acuité visuelle, une infiltration de la langue, et ça va donner une macroglossie de ronflement. Cette macroglossie, on la retrouve surtout dans les hypothyroïdies enfantines. Des fois, c'est le signe qui attire l'attention chez les enfants. Quand des fois ils sont ralentis, ils paraissent très gentils, les parents sont contents, mais des fois ils sont excessivement
gentil et ça attire l'attention, ça devient inquiétant, surtout avec l'avancement dans l'âge et des fois il y a des retombées sur la scolarité. Donc il faut la macroglossie, quand on la voit chez l'enfant, en bas âge, il faut directement faire un bilan thyroïdien. C'est systématique. Il y a des pays qui font carrément un bilan systématique pour presque tous les nouveau-nés. Sinon, au moins quand il y a une pathologie thyroïdienne chez la maman, à partir du 5e jour de naissance, à la recherche de... Parce que si on a une hypothyroïdie, rappelez-vous qu'il y a la thyroïde, elle régule, elle agit sur le fonctionnement neurologique et sur la croissance, sur beaucoup de tissus. Donc si nous avons une hypothyroïdie à un âge jeune, l'enfant peut présenter un retard psychomoteur, un retard de croissance. Après, ça peut carrément amener à la débilité. Donc, n'oubliez pas ceci, s'il vous plaît. Voilà. Les ronflements peuvent être la conséquence aussi de l'infiltration de la langue. Et le ronflement, ça peut conduire à d'autres syndromes, ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil, qui peut conduire à d'autres pathologies, notamment le diabète, l'HTA, etc. Donc vous voyez, ça commence avec un mécanisme assez simple, rapidement, facilement diagnosticable, traitable, et ça peut conduire, si vous l'ignorez, alors ça peut conduire à des conséquences fâcheuses. Et enfin, alors, par infiltration de la face palmaire de la main, au niveau du poignet, nous pouvons avoir un syndrome du canal carpien par atteinte du nerf médian. Voilà. Quatrième atteinte, c'est l'atteinte neuromusculaire. Donc on peut avoir un enraidissement, des crampes, des myalgies, plus rarement des tendinites, des arthralgies, neuropathie périphérique, syndrome cérébelleux. Donc vous voyez que cela dépend de la profondeur et de l'ancienneté de l'atteinte, qu'elle soit traitée ou non, négligée, etc. Voilà. Cinquièmement, on peut avoir un retentissement endocrinien. Ça va se retentir sur les autres axes endocriniens avec une galactorée rarement, par hyperprolactinémie possible, mais elle est très rare en cas d'hypothyroïdie primaire profonde. Alors surtout quand il y a une TSH très élevée au-delà de 50, alors l'hypophyse essaye d'activer la sécrétion de la TSH et en même temps elle va sécréter la prolactine, donc ça va provoquer une galactorée. Et bien sûr quand il y a une galactorée, il y a une aménorrhée. C'est ça le problème avec des troubles du cycle, des fois infertilité, etc. Mais cela, si on remonte dans le temps, ça a commencé par une simple hypothyroïdie qui n'a pas été diagnostiquée et traitée. Voilà. Donc troubles des règles divers, oligoménorrhée, ménorrhagie, ovulation, troubles de l'anovulation, etc. Et des troubles de la libido, que ce soit chez l'homme et chez la femme. Voilà. Donc troubles de la libido, vous voyez que ça peut amener jusqu'au divorce. Voilà. Donc voilà ce que nous voyons, un faciès lunaire rond, rouge, infiltré, vous voyez les infiltrations sous les yeux, voilà, plusieurs infiltrations avec effacement des fois des rides. Voilà, vous voyez ici la prise de poids, un faciès bouffi, et ici nous avons le myxœdème prétibial qui est typique, et vous voyez la pâleur qui est patente. Voilà. Dans les cas extrêmes, il y a des patients, nous avons vu, des patients qui ne se sont pas traités pendant des années, 10 ans, des fois plus de 10 ans, avec hypothyroïdie, néglige surtout chez les vieilles femmes. Ils se disent qu'elle est âgée, elle est ralentie, c'est l'âge, c'est tout, alors ils ne la traitent pas, ils la laissent. Moi personnellement, j'en ai vu 2, c'est très très rare. Alors, c'est des patients, c'est souvent les femmes vieilles. Vous allez trouver des patients non traités, ou là, carrément, par exemple en Europe, dans les EHPAD, dans les établissements de fin de vie, les patients en hypothyroïdie, des fois négligés. Alors, ils sont très ralentis, des fois, ils s'expriment par des symptômes psychiatriques, alors que c'est l'hypothyroïdie. Alors, ça aboutit à un coma, mais ce qu'on appelle le coma myxœdémateux. C'est un coma qui est très calme, patient très ralenti, survient en cas d'hypothyroïdie primaire profonde, avec une TSH qui dépasse les 50, sachant que l'intervalle normal de la TSH c'est entre 0,5 et 5 milliunités par litre.
Ok. Elle s'exprime volontiers l'hiver. Pourquoi l'hiver? Parce que l'hiver il fait froid, la thyroïde doit agir, doit travailler plus pour produire de l'énergie et elle se retrouve dépassée pendant l'hiver dans les périodes de grand froid. Voilà. Ça peut être déclenché par une agression, par un facteur exogène, notamment l'infection, chirurgie, traitement sédatif ou antidépresseur. Donc il s'agit d'un coma calme avec bradycardie, bradypnée, hypothermie, hypotension. Okay. Donc ce sont les signes d'hypothyroïdie avec un coma. Voilà. Les réflexes sont lents et décomposés, notamment par infiltration des tendons et des nerfs. Ces signes de focalisation sans étiologie évidente au bilan, c'est-à-dire il n'y a pas d'atteinte neurologique, ce n'est pas un AVC, ce n'est pas une hémorragie méningée, c'est rien. Et on ne retrouve rien au niveau central. Et on fait un bilan, on retrouve une TSH qui dépasse les 50, donc il s'agit d'un coma myxœdémateux. Et ce qui est très difficile à traiter d'ailleurs. On peut retrouver des épisodes convulsifs auparavant qui sont décrits par l'entourage. Le EG est non spécifique, donc il n'y a pas de ni commercialité ni souffrance. La ponction lombaire peut parfois montrer une hyperprotéinurachie parce que il s'agit d'une maladie, le plus souvent l'hypothyroïdie, une maladie lymphocytaire avec production, avec inflammation, l'hyponatrémie constante et le pronostic est très sévère. Alors, ce coma doit être différencié du syndrome de T3 basse qui évolue selon la gravité vers une T4 basse et une TSH basse si le patient a une pathologie grave évolutive. Alors pourquoi ce coma myxœdémateux est de pronostic sévère? C'est parce que un ralentissement de pratiquement tous les métabolismes. Et le problème c'est que quand il y a des glandes qui, quand elles sont ralenties, il y a un risque vital, notamment les surrénales. Donc ces surrénales sont ralenties. Elles sont en parenthèse en insuffisance surrénalienne provoquées par elles sont ralenties par l'hypothyroïdie. Alors soit ils décèdent à cause de ça, ou carrément par arrêt cardiaque. Sinon, quand on commence à traiter ces patients, on donne une substitution par les hormones thyroïdiennes, et bien les surrénales restent quiescentes, elles dorment. Alors, elles ne peuvent pas suivre l'accélération la reprise du métabolisme, donc elles se retrouvent en insuffisance surrénalienne relativement par rapport à l'accélération du reste du métabolisme. Donc, ces patients peuvent tomber en insuffisance surrénalienne aiguë, ils décèdent. Donc, on doit être très 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 prudent avec des doses très réduites. On commence progressivement et rechercher la dose minimale efficace, stabiliser le patient, le réveiller, puis par la suite, essayer d'adapter les doses. Alors bien sûr, quand il y a un coma, donc la forme orale, ce n'est pas la meilleure solution, donc on utilise soit des formes injectables ou en gouttes par gavage. Sur le plan biologique, quelles anomalies nous allons retrouver? Premières anomalies sont les anomalies hématologiques. Donc, en chef de file, c'est les anémies de tout type. Ok? Elle peut, tout type, ça veut dire notamment macrocytaire. Rappelez-vous, parmi les étiologies des anémies macrocytaires, c'est l'hypothyroïdie. Mais nous pouvons avoir des anémies microcytaires ou normocytaires, voilà, par perturbation de l'absorption du fer, ralentissement digestif, etc. Par dénutrition, rappelez-vous que le patient hypothyroïdien ne mange pas bien, n'a pas d'appétit, etc. Mais ce qui est le plus spécifique de l'hypothyroïdie, c'est l'anémie macrocytaire. Voilà. Des fois, l'hypothyroïdie peut révéler une anémie de Birmer associée, parce que l'anémie de Birmer, c'est une anémie auto-immune, et l'étiologie de l'hypothyroïdie peut souvent être auto-immune. Donc nous avons ce qu'on appelle une atmosphère dysimmunitaire ou auto-immune. Voilà. Il faut la rechercher, elle peut la révéler. Voilà. On la suspecte aussi quand l'anémie de Birmer ne régresse pas après traitement de l'hypothyroïdie. Alors on peut retrouver des troubles de la coagulation
par défaut d'adhésivité plaquettaire, donc il y a un risque hémorragique. Donc ainsi, ces anomalies, ainsi que des anomalies de facteurs de l'hémostase. Donc nous avons l'hémostase primaire, c'est l'adhésivité plaquettaire, et l'hémostase secondaire proprement dite. Alors, peuvent être observées, ça expose le patient à des accidents hémorragiques. S'il s'agit d'accidents hémorragiques internes, des hémorragies internes, ça peut être grave, une hémorragie méningée ou l'abdominale, etc. Avec des fois, ça peut conduire à des états de choc ou bien post-traumatique favorisés par ces anomalies de la coagulation. Il faut faire attention. Les premières anomalies sont les anomalies hématologiques. Deuxièmement, sont les anomalies ioniques et métaboliques, notamment l'hypercholestérolémie. Pourquoi? Parce qu'il y a un hypométabolisme, un hypocatabolisme. Le cholestérol n'est pas catabolisé, il est absorbé, et il est fabriqué par le foie, mais en périphérie, il n'y a pas de métabolisme, donc il est seulement stocké, sinon quand il est libéré dans le sang, il n'est pas utilisé. Donc il n'y a pas de catabolisme, donc il y a une augmentation du cholestérol total notamment, et par la suite des fractions hétérogènes, notamment les LDL cholestérol. On peut retrouver plus rarement une hypertriglycéridémie aussi par hypométabolisme. Sachant que les triglycérides sont d'origine exogène, alors elles sont stockées et puis libérées dans le sang, donc puisqu'elles ne sont pas utilisées, on retrouve une hypertriglycéridémie. Donc vous devinez que là, dans ce cas, le traitement de l'hypercholestérolémie et de l'hypertriglycéridémie ne relève pas seulement des traitements des dyslipidémies, mais aussi il faut traiter l'hypothyroïdie, sinon il y aura une résistance au traitement. Okay? On peut retrouver une augmentation des CPK par infiltration des fibres musculaires, donc nous avons une myosite, ce qu'on appelle une inflammation musculaire. Donc, avec augmentation des CPK, ce qu'on appelle une myosite secondaire à l'hypothyroïdie, avec parfois augmentation des ASAT, des enzymes hépatiques et des LDH. Okay? Et ça peut être aussi trompeur. Quand on voit ce bilan perturbé, des fois on pense à une pathologie hépatique pure. Et on est dévié, on a une errance diagnostique, on rate la thyroïde. Surtout s'il n'y a pas d'autres signes. Voilà. On peut retrouver une hyponatrémie de dilution, l'opsiurie, l'augmentation par opsiurie, augmentation de l'ADH dans certains cas, mais c'est assez rare. Voilà. Les étiologies. J'espère que jusqu'à maintenant vous avez saisi. Alors, quelles sont les étiologies des hypothyroïdies? En chef de file, nous avons les thyroïdites auto-immunes ou les thyroïdites chroniques lymphocytaires par infiltration lymphocytaire. La première et la plus fréquente, c'est la thyroïdite de Hashimoto. C'est une thyroïdite qui se produit par la présence qui est définie par la présence d'un goitre associé à la présence d'anticorps anti-thyroperoxydase. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure. Donc nous avons des anticorps, des auto-anticorps développés contre la thyroperoxydase endogène, qu'on appelle les anticorps anti-TPO, alors qui vont attaquer les cellules thyroïdiennes, ça va produire une inflammation et la présence d'un goitre. Voilà. Alors rarement, en cas de négativité des anti-TPO, on peut retrouver les anticorps anti-thyroglobulines, ce qu'on appelle les anticorps anti-TG. Voilà, ce qui permet d'affirmer le diagnostic. Okay? Ces anti-TG sont spécifiques de la thyroïde. Elle est due à une infiltration lymphocytaire du parenchyme thyroïdien secondaire à une réaction auto-immune. Donc réaction auto-immune, production d'anticorps, d'auto-anticorps anti-TPO, plus ou moins anti-TG, et infiltration lymphocytaire du parenchyme, qui dit infiltration lymphocytaire, donc réaction immunitaire et inflammatoire. Elle survient sur un terrain génétique favorisant, donc avec le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, on a certains DR qui exposent à ça, et en présence de facteurs exogènes, elle va se déclencher. Elle est fort probablement favorisée par des facteurs d'environnement qui sont mal connus. On incrimine surtout les viroses, des fois la pollution, le stress pour certains, mais c'est vraiment mal connu, c'est pas codifié, mais on sait qu'il y a un terrain génétique favorisant.
La deuxième étiologie dans ce chapitre, c'est la thyroïdite atrophique. C'est une thyroïdite, une inflammation d'étiologie inconnue, une inflammation de la thyroïde, de facteurs inconnus et qui conduit à l'atrophie de la thyroïde. Comme mode, quand il y a l'inflammation, après il y a une cicatrisation. Cette cicatrisation se fait vers l'atrophie de la thyroïde. Donc la thyroïde elle est tellement atrophique qu'elle ne suffit, que son parenchyme ne suffit plus pour produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Donc elle s'exprime par une hypothyroïdie. Troisièmement, il y a la thyroïdite auto-immune du postpartum. Comme son nom l'indique, elle survient en postpartum souvent immédiat, des fois un peu tardif, relativement tardif, et elle présente les mêmes mécanismes auto-immuns avec souvent un petit goitre. Donc nous avons une infiltration lymphocytaire souvent les anticorps ne sont pas très élevés et nous avons un petit goitre dans ce cas. Deuxième chapitre, ce sont les thyroïdites non auto-immunes. Les premières, c'était auto-immunes ou par infiltration lymphocytaire. Thyroïdite lymphocytaire chronique, les TLC. Okay. Le deuxième chapitre, ce sont les thyroïdites non auto-immunes. Donc le mécanisme n'est pas auto-immun. Nous allons décrire surtout la thyroïdite subaiguë de Decarvin qui est très fréquente, c'est-à-dire la plus fréquente parmi ces thyroïdites, ces thyroïdites non auto-immunes. Il s'agit d'une inflammation aiguë ou subaiguë du parenchyme thyroïdien qui conduit à des douleurs cervicales intenses avec un tableau initial de thyrotoxicose. Donc il y a une inflammation souvent qui fait suite à un syndrome grippal, puis une douleur cervicale intense, très gênante, parfois avec de la fièvre. Et quand il y a eu de l'inflammation, il y a un relagage important du contenu des follicules thyroïdiens, donc la libération des hormones thyroïdiennes. Donc on aura une thyrotoxicose. Au début, donc une hyperthyroïdie par excès de présence de circulation des hormones thyroïdiennes. Okay? Donc ça, c'est le début. Puis, il y a un épuisement du stock des hormones thyroïdiennes, donc on tombe en hypothyroïdie, en insuffisance thyroïdienne périphérique. Okay? Donc, thyrotoxicose, puis hypothyroïdie. Ça, la thyroïdite subaiguë de Decarvin. Subaiguë, ça dirait moins de 3 mois, mais qui n'est pas aiguë. Voilà. Deuxième étiologie dans ce chapitre, c'est la thyroïdite du postpartum, mais sans anticorps. Okay? Donc, c'est pratiquement le même tableau, mais là, il n'y a pas d'anticorps. Donc, la différence, c'est la réaction immunitaire de ces cellules. Il y a des personnes qui sécrètent des anticorps, d'autres qui sécrètent beaucoup moins ou ne sécrètent pas. Voilà, donc c'est la différence, mais cliniquement, c'est pratiquement pareil. Et même le traitement ne va pas différer. Les thyroïdites iatrogènes, donc bien sûr, sont induites par des traitements. Elles sont comparables à la thyroïdite de Decarvin, elles sont subaiguës. Secondaire à une réaction inflammatoire suite à la prise de traitement. Comme notamment l'interféron qui sont utilisés dans les hépatites virales, on les utilise de moins en moins. C'était surtout dans l'hépatite C, surtout. Maintenant, avec l'avènement de nouvelles thérapies, on les utilise de moins en moins. Okay? C'est pour cela que dans le bilan pré-thérapeutique des hépatites virales, on fait tout le temps un bilan thyroïdien au début, puis un bilan thyroïdien de contrôle après l'entame du traitement. On les utilise aussi dans la CEP, voilà, dans la sclérose en plaques. Ils sont encore utilisés, mais il y a d'autres médicaments qui sont utilisés, qui ont été élaborés, donc peut-être qu'ils vont éviter l'utilisation des interférons. Il y a aussi les traitements iodés, notamment l'amiodarone, l'accordarone, qui est un anti-arythmique utilisé en cardiologie. Voilà. Les produits iodés et l'iode radioactif. Donc tout ce qui est iode peut augmenter la fabrication des hormones thyroïdiennes, leur iodation, et donc hyperthyroïdie. Puis épuisement de ces hormones, et on tombe dans l'hypothyroïdie. Voilà. Les autres thyroïdites, c'est la thyroïdite infectieuse d'origine bactérienne ou parasitaire, la thyroïdite de Riedel, ce qu'on appelle la thyroïdite fibreuse. Cette thyroïdite fibreuse, elle donne une thyroïde pierreuse, comme une pierre. Il y a tellement de l'inflammation qu'il n'y a plus de parenchyme, il y a seulement un tissu fibreux.
et ce qu'on appelle la thyroïde pierreuse de Riedel. Ok. Elle peut compliquer une thyroïdite de Hashimoto. C'est-à-dire une thyroïdite de Hashimoto, après elle n'est pas contrôlée, il y a tellement d'inflammation et de l'infiltration que ça va conduire à une thyroïdite de Riedel. Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon jusque-là? Très bien. Troisièmement, il y a un problème dans ces fonctions. Voilà. Troisièmement, ce sont les causes iatrogènes. Donc, nous avons vu les thyroïdites d'origine iatrogène, ce sont des médicaments qui vont causer une inflammation de la thyroïde, puis ça va donner une hypothyroïdie, soit précédée ou pas par une hyperthyroïdie. Okay. Mais là, ce sont les causes iatrogènes de l'hypothyroïdie, mais sans thyroïdite. Okay. Donc, on a surtout la surcharge iodée par amiodarone, okay, qui est le plus souvent en cause, parce que nous avons pratiquement, il y en a très peu actuellement de médicaments qui contiennent de l'iode. Les antithyroïdiennes de synthèse, donc un patient qui a une hyperthyroïdie, qu'on va essayer de freiner, de ralentir, de freiner cet hyperfonctionnement de la thyroïde, et nous allons tomber dans l'hypothyroïde, dans l'hypofonctionnement. Okay. Mais les troubles sont récessifs à l'arrêt des médicaments. C'est-à-dire que quand on arrête les médicaments, ces troubles cliniques vont disparaître. Il y a l'iode 131, ce qu'on appelle l'irathérapie. Voilà. Alors là, cet iode peut causer une thyroïdite. Alors c'est un iode marqué qui est utilisé pour le traitement notamment de certains néoplasies ou de goitres d'hyperthyroïdie par goitre, notamment la maladie de Basedow. Okay. La radiothérapie cervicale, donc qu'elle peut être dirigée peut-être pour un cavum, pour d'autres néos, du larynx, etc. Mais le problème, c'est que la thyroïde, elle est en avant, donc elle doit être irradiée, on ne peut pas, c'est inévitable. Donc ça va donner une thyroïdite radique par radiothérapie. Et ça va donner un hypofonctionnement de la thyroïdie, donc autrement dit, une hypothyroïdie. Il y a les sels de lithium qui entraînent rarement une hypothyroïdie, mais fréquemment un goitre. Voilà, donc ils sont utilisés pour certaines pathologies, notamment rhumatismales. Voilà. Nous avons vu jusqu'à maintenant l'hypothyroïdie périphérique ou essentielle, okay, primaire ou primitive, c'est-à-dire un hypofonctionnement de la thyroïde. Mais il y a l'autre versant, c'est l'hypothyroïdie centrale par hypofonctionnement hypophysaire, donc hyposécrétion de l'hormone, la stimuline des hormones thyroïdiennes qui est la TSH, la thyréostimuline. Et on l'appellera insuffisance thyréotrope par cassure de l'axe thyréotrope. Les principales étiologies sont la compression de l'air thyréotrope des cellules qui sécrètent la TSH par d'autres tumeurs de la même région, hypothalamo-hypophysaire, notamment sont les adénomes hypophysaires, plus souvent, les crânio-pharyngiomes et les méningiomes. Deuxièmement, les séquelles post-chirurgie. Des fois, il y a la chirurgie de cette zone du crâne qui va atteindre l'hypophyse. Post-radiothérapique aussi. Il y a une radiothérapie irradiant le cerveau, le crâne, et ça va atteindre l'hypophyse, donc il y a une insuffisance thyréotrope. Okay. Et les séquelles de méningite, de traumatisme crânien, d'hémorragie méningée, l'apoplexie d'un adénome hypophysaire, c'est-à-dire un adénome qui va saigner, puis se nécroser, la nécrose hémorragique du postpartum, le syndrome de Chiron, on va le voir dans les insuffisances antéhypophysaires, par apoplexie, donc il y a une hémorragie qui va priver l'organisme, la patiente va tomber en hypovolémie, donc ça y a une privation de l'hypophyse
du point de vue irrigation sanguine, donc nécrose, ce qu'on appelle l'apoplexie hypophysaire. On peut avoir aussi des hypophysites lymphocytaires, donc une infiltration lymphocytaire de l'hypophyse, notamment dans le postpartum. Il y a aussi des étiologies ou bien une prédisposition génétique qui vont conduire à l'insuffisance stéréotrope avec déficit de facteurs de transcription impliqués dans l'ontogénèse pituitaire. Okay? Parfois dans le cadre de syndrome génétique complexe. Voilà. Donc un problème déjà de génétique de constitution de l'hypophyse à un âge jeune. Voilà. Comment traiter la prise en charge? D'abord, il faut bien suspecter, diagnostiquer cliniquement. Faire un bilan, c'est très simple. Vous avez vu les perturbations. Donc, une TSH élevée veut dire hypothyroïdie. Voilà. Il faut voir par la suite si vous avez des hormones périphériques sont basses ou normales. Si elles sont basses, c'est une hypothyroïdie. C'est une hypothyroïdie périphérique primaire, donc hypofonctionnement de la thyroïde, hyperfonctionnement réactionnel de l'hypophyse, et donc vous avez ce profil. T3, T4 basse, TSH élevé. C'est la description typique de l'hypothyroïdie primaire. Okay? Sinon, vous pouvez avoir une TSH élevée avec des hormones périphériques normales, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie fruste. Mais alors là, si cliniquement il y a des symptômes, nous allons traiter. Si le patient est asymptomatique, il faut surveiller. Okay? Et à l'autre cas, c'est l'insuffisance stéréotrope. Donc nous avons une TSH basse et des hormones périphériques basses par manque de stimulation. Alors on utilise dans pratiquement la majorité des cas la lévothyroxine, qu'on appelle le lévothyrox. Maintenant il y a d'autres génériques comme le berthyrox, la thyroxine, d'autres labos. Voilà. Comprimés alors ils sont dosés de 25, 50, 75, 100, 150, 175 microgrammes. Ce que nous avons en Algérie, c'est le 25, 50, 75 et le 100, et la forme 100 qui est rarement disponible. Donc les autres, il faut combiner les dosages. Par exemple, si vous voulez du 175, vous prenez du 100 avec 75. Voilà. Du 50, 100 avec 50. Voilà. Des fois, le sang, quand nous avons des doses progressives, on prescrit du sang, le patient commence avec du 50, puis augmente par exemple. Des fois, on ne donne pas la dose totale au début. Il y a d'autres formes, c'est la L-thyroxine en goutte. Une goutte équivaut 5 microgrammes. Si la forme galénique en goutte est nécessaire, c'est-à-dire en cas de trouble par exemple, que je vous ai dit, quand le coma myxœdémateux, le patient ne peut pas avaler, donc nous pouvons donner par gavage dans des solutions, dans des solutés. On donne la dose nécessaire en gouttes. En plus, en même temps, nous pouvons avoir des petites doses pour ne pas trop débloquer le patient, le stimuler rapidement. Donc 5 microgrammes par rapport à un comprimé qui commence à 25. Sinon, sa moitié puisqu'il est sécable, on peut commencer à 12,5. Alors les gouttes, c'est une très bonne solution. Sinon pour les enfants aussi. Pour les patients qui sont polyhémiliques et qui ont beaucoup de comprimés dans la journée, surtout les sujets vieux, âgés, on leur donne la forme, les gouttes sont mieux assimilées. Voilà. Donc les besoins sont estimés en moyenne entre 1 et 1,5 microgrammes par kilo par jour. Ça, c'est les besoins moyens. Donc ça va se tourner autour de ça, à peu près. Mais ça va dépendre aussi de la profondeur de l'hypothyroïdie et de son ancienneté des fois. Hein? D'abord, il faut savoir que ces médicaments sont pris le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner. Voilà. Une prise unique dans la journée. Donc ça facilite leur traitement. Leur coût, il est vraiment pas cher. La boîte, en général, ça coûte 100 dinars, 100 à 150 dinars, la boîte de 30 comprimés. Donc, même pour les patients qui ne sont pas assurés, nous pouvons les prescrire tranquillement. Voilà. Donc, rappelez-vous ce qu'on a dit dans la diabéto, sur les retombées sociales, de la sécurité sociale, etc. La possibilité de prescrire tel médicament ou non. C'est comme la metformine d'ailleurs, qui ne coûte pas cher, donc qui peut être prescrite même chez les patients démunis ou non assurés. Okay? Donc les objectifs sont les suivants. En situation standard,
il faut viser une TSH inférieure à 5 milliunités par litre, donc en seuil normal. Essayez de préférence d'être dans l'intervalle entre 0,5 et 2,5 milliunités par litre pour une parfaite euthyroïdie. On appelle l'euthyroïdie parfaite. Évitez de dépasser. Des fois, parce que si nous avons une intervalle de normalité entre 0,5 et 5 milliunités par litre, nous pouvons être à 0,5, à 1, à 4, à 3. Donc vous voyez, donc l'intervalle il est assez large. Mais par contre, les patients, ils peuvent être très à l'aise, très bien, sont très bien actifs, avec un bon poids, pas ralenti, à 1 par exemple, milliunités par litre. Et quand vous le laissez augmenter à 4, il est normal, c'est normal, c'est une valeur normale de la TSH. Mais par contre, cliniquement, il y a une variation. Donc, vous pouvez adapter votre objectif en fonction de la clinique et des besoins du patient. Okay? Retenez ça, parce que vous en aurez besoin. Alors, en situation particulière de coronaropathie non contrôlée, donc quand il y a une coronaropathie, c'est donc coronaire connu, non instable. Alors là, il faut faire attention, parce que quand vous allez traiter votre patient, vous allez accélérer le métabolisme. Et ça, rappelez-vous que la coronaropathie, c'est un déséquilibre entre l'apport et les besoins. Quand vous accélérez le rythme cardiaque par les hormones thyroïdiennes, il y a une augmentation des besoins. Et le problème, c'est que les coronaires ne ramènent pas suffisamment d'irrigation sanguine et d'oxygène notamment, et d'autres métabolites nécessaires pour les cellules myocardiques. Donc vous allez décompenser une coronaropathie non contrôlée. Okay? Donc nous commençons, là l'objectif est d'avoir une TSH inférieure à 10 et essayer de baisser selon la tolérance. Si le patient a 5 par exemple, il n'y a pas de douleur, il faut aller d'abord progressivement. À moins de 10, il est déjà contrôlé, les signes vont diminuer considérablement. Si autour de 5, il va bien, vous pouvez temporiser, voir le patient stabiliser la coronaropathie. Après traitement de ces coronaires, vous pouvez reprendre le traitement et l'optimiser. Okay? En situation de grossesse, la TSH cible est de moins de 2,5 milliunités. Parce que déjà la TSH, en période de grossesse, il y a une hémodilution. Donc les objectifs changent, les dosages changent. Deuxièmement, il y a des besoins accrus. La femme a des besoins métabolisme accrus et l'enfant aussi va puiser des réserves de la femme, de son énergie. Donc, puisqu'elle a besoin de plus d'énergie, elle aura besoin de plus d'hormones thyroïdiennes. Donc, visez plutôt les valeurs basses de TSH, c'est-à-dire des doses plus élevées de lévothyrox. Il y a des experts qui recommandent d'augmenter de 20% la dose de lévothyrox antérieure. C'est-à-dire une femme qui est sous 50 microgrammes de lévothyrox ou 200 pour que ça soit simple, elle est équilibrée à 100. Quand elle tombe enceinte, durant le premier trimestre, c'est la période de croissance, etc., d'élaboration du fœtus. Alors nous augmentons de 20% la dose initiale. Donc à 100, le 20% c'est 20 microgrammes, nous allons donner la forme 25. Donc ça, elle sera à 125. Si on est à 50, on va rajouter 12,5. Elle sera à 65,5 par exemple, 62,5. Systématiquement, parce que nous savons que les besoins vont automatiquement augmenter. Il y a des confrères et des experts qui vous disent qu'il faut juste surveiller la TSH et traiter en cas d'augmentation de la TSH. Voilà, donc vous avez le choix. Sinon, il y a un bon repère, c'est la clinique. Si vous voyez que la patiente, la femme enceinte, malgré prévention de l'anémie, administration d'acide folique, de vitamine D, bonne alimentation, etc., elles se sentent tout le temps fatiguées, une prise excessive de poids, par exemple, les fourmillements, d'autres troubles neurologiques, etc., vous pouvez augmenter systématiquement parce qu'il peut s'agir des symptômes de l'hypothyroïdie. Voilà. Là, c'est ce que je viens de dire. Donc, on utilise
la FT4 qui est la lévothyroxine qui doit être dans le milieu au-dessus du milieu de la normale en s'assurant que la FT3 est dans la normale. Ça y est, donc quand on va contrôler la FT4 et la FT3. Des fois la FT4 suffit à elle seule. Bien sûr, tout en évitant de tomber dans l'hyperthyroïdie. Si on va donner beaucoup d'hormones thyroïdiennes, on peut freiner carrément ou bloquer la TSH et on tombe dans l'hyperthyroïdie, dans l'excès des hormones thyroïdiennes. Voilà.